on va devoir regarder de nouveau les photos pour se souvenir de comment il était. On va oublier comment il nous parlait, il ou elle, comment il parlait, comment il se présentait. Il y a plein de choses qu'on va oublier. Les dates d'anniversaire. Bon, j'ai pas honte de le dire maintenant, 35 ans après le décès de ma fille, que je dois réfléchir, parce qu'elle est née un 26 septembre, elle est morte un 28 mai, je confonds encore facilement le 26 et le 28. L'année, je ne sais plus très bien, je dois me référer à la naissance de ma fille suivante pour me souvenir que c'était 2 ans avant, mais ça n'a pas d'importance. Ça, on oublie, c'est inévitable. C'est un disque dur, le disque dur de votre ordinateur intérieur est saturé, donc il faut que les données se remplacent. Par contre, la mémoire de votre cœur, ça, jamais elle n'oublie. Quand vous serez des vieilles personnes de près de 100 ans, ce que je souhaite à ceux qui veulent, quand on vous citera le nom de la personne que vous avez perdue, ça va faire pouf dans votre cœur. Et tous les sentiments, toutes les émotions que vous avez toujours ressenties par rapport à cette personne-là, ça va rester éternellement. Donc, faire son deuil, ce n'est en aucun cas oublier, ce n'est pas possible d'oublier tout de son aimé ou des personnes qu'on a aimées qui sont décédées. Ok? Donc, est-ce qu'ici, il y a des personnes qui veulent intervenir ou parler d'une expérience personnelle ou qui ont envie de dire quelque chose par rapport à ça? Non? Oui. Je vais poser une question justement au niveau des mémoires froides et chaudes qu'on oui. a indiquées dans le chamanisme. S'il y a parfois un recouvrement de ces mémoires, comme en psychologie, on peut avoir un refoulement qui est fait par les psychanalystes, de dire parfois on a l'impression d'oublier certaines informations et puis voilà. Un détail peut venir simplement. Simple. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça c'est tout ce que vous avez vécu depuis votre conception est inscrit quelque part en vous. Donc, à un moment donné, ça peut ressurgir tout à fait. Oui, oui, c'est parce que la vie nous entraîne à accumuler de nouvelles données que les anciennes données sont enfouies, on va dire. Donc, c'est possible tout à fait, effectivement, de retrouver certains souvenirs. Et ça arrive souvent en thérapie, les gens me disent « Ah, mais moi, j'ai plus de souvenirs de quand j'étais petite. J'ai plus de souvenirs de ma maman, par exemple. Je pense à un de mes patients qui a perdu sa maman quand il avait 6 ans. Il dit, moi je n'ai plus aucun souvenir de ça. Et puis il est allé en vacances récemment dans un endroit où il allait avec sa maman quand il était petit, et pouf, il y a j'en ai des frissons quand j'en parle, et pouf, il y a plein de souvenirs qui sont réapparus et avec lesquels il a pu renouer alors à ce moment-là. Merci pour votre intervention. Alors on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, mais il me semblait que j'avais encore quelque chose à dire. Ah oui, je ne pourrai jamais plus être heureux. C'est aussi un des préjugés, une impression qu'on a quand on a perdu quelqu'un de très proche. Jamais plus je ne pourrai être heureux. Au début, c'est évident qu'on ne sait pas penser autre chose que ça. Et puis il y a à certains moments des petites choses des petites bulles qui vont éclater dans votre vie, le sourire d'un enfant, une réplique drôle à la télévision, quelqu'un qui va vous faire sourire, un petit chat qui va faire irruption dans votre maison. Et là, vous allez sentir de nouveau qu'il y a des possibilités d'être heureux. Mais c'est très 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 difficile à accepter parce qu'on a l'impression que si on est heureux, si on va bien, on va trahir l'autre. Et qu'on est en train de l'oublier. Et donc, on a peur de l'oublier. Donc, on va entretenir un petit peu cette sensation, on va avoir deux états d'âme en nous, entretenir la sensation qu'on est tout le temps triste, qu'on ne peut pas être heureux, et en même temps, ce désir qui fait partie de la vie, et la vie est joie et légèreté. Et donc, on a ces deux pôles qui sont là en contradiction depuis le début de notre deuil. Ça va s'estomper au fil des mois. Je ne sais pas du tout vous dire quand, parce que je vais vous expliquer pourquoi après. Je ne sais pas vous prédire de temps et de mettre des dates et des périodes à toutes ces étapes du deuil dont je vais vous parler tout à l'heure. Ok. Justement,
je viens de perdre le fil de mon idée, c'est très bien. Donc je parlais, oui, de la souffrance. Donc je ne pourrai jamais plus être heureux. Et alors aussi, je ne pourrai jamais accepter ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais faire son deuil, c'est accepter ». On a cette croyance que, ben voilà, faire son deuil, c'est accepter la situation. Vous allez devoir, en tant qu'endeuillé, accepter que ça vous est arrivé. Mais jamais, au grand jamais, vous êtes obligé d'être d'accord avec ce qui vous est arrivé. C'est une nuance subtile. Donc, vous allez bien devoir vous rendre compte que vous ne devez plus mettre la table pour la personne qui est partie, que vous ne pouvez plus l'appeler, que vous ne la rencontrez plus. Et ça va se faire tout au long de votre processus de deuil. Et vous allez finir par accepter que l'autre n'est plus là, accepter la réalité de sa perte. Mais c'est profondément injuste d'avoir perdu la personne que vous avez aimée, et ça peut rester. Vous pouvez continuer à ne pas être d'accord avec ça jusqu'à la fin de vos jours. C'est plus facile si à un moment donné on peut être en paix avec ça, mais ce n'est pas la finalité du deuil, pas du tout. La finalité du deuil, c'est d'intégrer la mort de l'autre à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'au début, vous avez l'autre qui est dans votre vie, à l'extérieur, vous avez une relation avec cette personne, et puis quand cette personne décède, il y a un moment où vous la sentez proche, et puis un moment où elle disparaît de vos sensations. Donc c'est une période qui est assez noire, alors, pendant qu'on est en deuil. Et puis au fil des mois et des années, à un moment donné, vous aurez la sensation que cette personne est revenue à l'intérieur de vous, que vous ne saurez jamais l'oublier, que vous n'allez jamais plus la perdre, parce qu'elle est intégrée à l'intérieur de vous. Et c'est ça la finalité du deuil, c'est intégrer l'autre à l'intérieur de vous. Et c'est un processus naturel qui se fait que vous le vouliez ou non. Donc au bout du compte, mais de nouveau la période, je ne peux pas vous dire la longueur de votre deuil, au bout du compte, vous allez de nouveau intégrer cette personne à l'intérieur de vous. Ça, c'est la vraie finalité du deuil, et pas ni l'oubli, ni passer à autre chose. D'accord ? Alors, pourquoi on ne sait pas, justement, prévoir les étapes, la durée de chacune des étapes et la durée de votre deuil ? Parce que le deuil va dépendre de 3 choses. La première chose, c'est les circonstances du décès. Ça, c'est la toute première chose. Non, la toute première chose, c'est votre personnalité à vous. Qui vous êtes en tant que personne endeuillée. Donc, si vous êtes, par exemple, une personne qui avait déjà tendance à penser toujours au passé, comme c'était bien, une personne nostalgique, vous allez avoir beaucoup plus de mal à vous tourner vers un futur. Si vous êtes une personne, par contre, qui étiez avant toujours pleine de projets, d'enthousiasme et de tourner vers le futur, ce sera beaucoup plus facile parce que ça fait partie déjà de votre tempérament. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est les circonstances du décès. Et la troisième chose, celle qu'on va travailler le plus quand on est en soutien de deuil, c'est la relation que vous aviez avec la personne disparue. Qui avez-vous perdu ? Cette personne, ça peut être dans une famille, c'est bien sûr la même personne qu'on a perdue, mais comme chaque relation est différente avec cette personne, c'est comme si tout le monde avait perdu quelqu'un de différent. Et c'est parfois ça qui est difficile à vivre en famille, parce qu'on n'a pas perdu la même personne, les relations. Déjà, dans une famille où il y a 4-5 enfants, quand vous demandez de décrire les parents, vous avez l'impression que chacun a des parents tout à fait différents des autres. Ça ne fait pas exception, évidemment, après la mort. Alors, donc, étant donné qu'il y a ces 3 facteurs-là qui rentrent en ligne de compte, donc les circonstances du décès, évidemment, une personne qui est décédée brutalement, une personne qui est morte d'une maladie, une personne qui a été assassinée, une personne qui a été mutilée, une personne qui a été enlevée et dont le corps qu'on n'a pas encore retrouvé. Donc toutes les circonstances autour du décès vont colorer
le deuil et vont mettre un temps différent au niveau de la gestion du deuil. Mais Christophe Fauré, qui est psychanalyste à l'hôpital de Villejuif en France, qui a écrit un livre qui s'appelle « Vivre son deuil au jour le jour », il dit vraiment que le deuil se fera un jour ou l'autre. Évidemment, on parle aussi parfois de deuil pathologique. Alors là, je voudrais vraiment mettre un gros bémol. Il faut déjà que la personne ait... Souvent, la personne qui entre dans un deuil pathologique a déjà un problème de construction de sa personnalité en général. Parce qu'un deuil pathologique, ça veut dire quelqu'un qui ne va plus sortir de chez lui, qui va être en dépression constante, qui va refuser toute intervention de l'extérieur et qui va se laisser dépérir. Il n'y en a quand même pas énormément par rapport à la masse des personnes qui sont en deuil, qui ont cette attitude-là sur le long terme. Et qu'est-ce que ça veut dire le long terme? Eh bien, si au bout de 2 ans, vous êtes toujours dans cet état-là, c'est pas grave. Le long terme, c'est encore plus long que 2 ans. Alors évidemment, il y a aussi bien que nous sommes, parce que nous sommes humains, et aussi bien que nous avons 2 jambes, 2 bras, il y a quand même des points communs dans le suivi dans un processus de deuil, parce que nous sommes humains, justement. Nous avons tous les mêmes émotions à des degrés différents, et donc c'est ça qui peut donner une sorte de cadre général au processus de deuil et qui permet alors de dire qu'il y a des étapes par rapport au deuil. C'est uniquement parce que nous sommes humains qu'on peut dire ça. Mais sinon, individuellement, chaque deuil est unique et c'est en tant que tel qu'il doit être abordé. Souvent, l'entourage a envie que ça aille plus vite parce que c'est embêtant de ne pas savoir se positionner devant une personne qui est triste, une personne qui fond en larmes, une personne qui est en difficulté, on ne sait pas comment aider. Donc tout le monde a envie que ça aille vite, la société va vite et on n'a plus ces références par rapport au travail de deuil, au processus de deuil comme dans le temps, c'est-à-dire que dans le temps, il y avait le deuil complet, c'était 1 année où on s'habillait en noir, et puis le demi-deuil, c'était 6 mois pendant lesquels on s'habillait en gris, et pendant toute cette période, les personnes endeuillées avaient la considération de l'entourage, parce qu'on savait bien qu'avec une personne en deuil, on ne se comporte pas de la même manière qu'avec une personne qui n'est pas en deuil. Et malheureusement, tous ces signes extérieurs de deuil ont disparu, ce qui fait qu'il y a énormément de maladresses qui sont commises par des personnes de manière tout à fait involontaire, qui ne savent plus se comporter, parce qu'on n'apprend pas ça, comment est-ce qu'on se comporte quand il y a un deuil, on ne sait pas. Avant, les enfants, ils savaient tout de la mort et rien du sexe. Et maintenant, ils savent tout du sexe et plus rien de la mort. Parce qu'avant, les morts mouraient à la maison, et les enfants, aussi petits qu'ils étaient, ils jouaient autour du lit de mort, ils faisaient partie de la famille, ils allaient à l'enterrement, ce n'était pas un secret la mort. C'est devenu un tabou beaucoup après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a eu énormément de deuil à cause de tous les morts qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis aussi la médecine a fait énormément de progrès pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc on a tout axé sur sauver les gens. Et donc au fur et à mesure des années, le deuil, tout ce rituel autour du deuil, autour de la mort a dégénéré, on va dire ça comme ça. Voilà. Pour donner un exemple tout à fait personnel dont je parle dans ce livre-ci. Ce livre-ci, c'est simplement mon témoignage en tant que maman. Je l'ai écrit 18 ans après le décès de ma fille, donc il y a déjà 17 ans. Ça passe vite. Et donc, en fait, quand ma fille est décédée, il n'y avait pas longtemps qu'on était mariés, et moi j'avais mis une robe blanche, je voulais être habillée en blanc. Bon, j'avais 19 ans, j'étais un peu révolutionnaire, et donc je voulais certainement pas m'habiller en noir, ça c'était des trucs de vieux, je voulais pas m'habiller en noir, donc j'avais trouvé une robe blanche, et mon mari, le seul costume qu'il avait, c'était le costume de notre mariage qui avait eu lieu
juste un an plus tôt, quoi. Donc on avait mis ces vêtements-là pour l'enterrement, et puis juste après l'enterrement, on est parti loger chez des amis, et on partait directement une semaine chez des amis de nos parents qui nous accueillaient dans le sud-ouest, près de Bordeaux, pour nous changer les idées. Ça, j'allais dire, c'était les adultes qui ont décidé, parce que nous, on ne savait pas trop ce dont on avait envie, ni rien. On a suivi, et dans le train, il y a une dame qui nous a abordés en disant « Ah, vous êtes en voyage de noces ?» Ça, c'était la première fois où, voilà, je n'ai pas su quoi répondre, alors que depuis les 2 jours qu'elle était morte, j'avais envie que d'une seule chose, c'était de parler de ce qui m'était arrivé. Mais là, je n'ai pas su répondre, et alors à ce moment-là, je me suis rendu compte, ben oui, tu aurais mieux fait de t'habiller en noir, on ne t'aurait pas posé ces questions-là. Donc ça m'a vraiment fait comprendre à quoi servait le signe extérieur de deuil. En Afrique, par exemple, quand une maman perd, donc il y a une mortalité infantile qui est assez élevée en Afrique, et alors quand une maman, je ne sais pas dans quel pays ni dans quelle tribu, mais j'ai entendu ça, quand une maman perd un enfant, on lui offre un bracelet d'une certaine forme, quoi, et tout le monde sait dans cette société que le bracelet représente la personne, enfin qu'elle a perdu un enfant. Donc elle en a 1, 2, 3 en fonction du nombre d'enfants qu'elle a perdu. Et donc voilà, on sait tout de suite, cette personne, elle a perdu 2, 3 enfants, on sait comment se comporter vis-à-vis d'elle. Ce qui n'est évidemment plus du tout le cas à l'heure actuelle. À ce niveau-ci, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait envie d'intervenir ou de donner un témoignage ou... Oui. J'ai envie de vous dire aussi que lorsque l'on accompagne la personne décédée, oui. Maintenant ça se fait dans le funérarium, ça ne se fait plus à la maison. Tout à fait. La durée, je vais dire, de veille du défunt est très très courte. Tout à fait. Et je pense qu'il y a quelques années d'ici encore, ce temps qui était beaucoup plus long qu'actuellement participait aussi, faisait que la famille, etc., se réunissait et on vivait le deuil d'une autre façon, et je pense que ça aidait aussi tout à fait. À faire son deuil, d'être encadré par la famille, d'avoir plus de temps à veiller des femmes. Disons que maintenant, je vais employer un mot assez cru, mais c'est bâclé. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, voilà, c'est un business, mais c'est un business, mais c'est vrai que de la part des pompes funèbres, il y en a certains qui font tout un travail d'accompagnement qui est absolument génial. Hein, donc là, mais alors, moi je rencontre pratiquement toujours le même problème avec les entrepreneurs de pompes funèbres, c'est ah oui, on ne m'a pas laissé voir le défunt parce que l'entrepreneur de pompes funèbres a trouvé que c'était mieux ainsi. Bon, alors ils vont prétexter que la personne n'est plus belle à cause des médicaments, etc. Mais dans les 3 quarts du temps, c'est pas vrai du tout. Mais veiller un mort à cercueil ouvert, ça implique du temps supplémentaire pour l'entreprise de pompes funèbres, de venir refermer le cercueil tous les soirs, des conditions de réfrigération et un travail supplémentaire et un temps pour la famille supplémentaire. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts à offrir ce temps supplémentaire aux familles. Justement, ce temps, comme vous disiez, qui était plus long, permet de se rendre mieux compte de la réalité de la perte, de la réalité du décès. Sinon, ça se fait comme ça, et puis voilà. Maintenant, c'est peut-être aussi un souhait, parfois, des personnes qui n'ont jamais, des endeuillés eux-mêmes, qui n'ont jamais rencontré un mort, qui n'ont certainement pas envie de garder le souvenir de quelqu'un, de leur proche qui est abîmé par les médicaments, la maladie, ou simplement le masque de mort. Donc tout ça participe aussi au fait qu'on bâcle, entre guillemets, les cérémonies funéraires, quoi. Oui, petit ajout, si je peux me permettre, c'est reprendre le travail plus vite. Voilà. Ça, on ne prend pas le temps de... On ne prend pas le temps, mais c'est aussi... pas la permission de... Voilà, on ne se sent pas autorisé et on le fait
sous une certaine pression. J'ai rencontré samedi dernier dans l'association Parents désenfantés où je suis allée faire une conférence, une maman qui avait perdu son fils qui s'était suicidé à 18 ans, elle avait repris le travail la semaine suivante. De toute façon, certaines personnes voilà. Et elle me disait... sont parfois aidées. Voilà, et alors elle m'a dit, j'en ai connu il fallait que je reprenne de suite, sinon je crois que je n'aurais jamais repris. Je crois qu'il n'y a pas de règle. Il y a, exactement. Oui, exactement. Donc, c'est ce que je dis, vous êtes, l'endeuillée est la meilleure personne, malgré son chagrin, malgré l'impuissance qu'elle ressent, malgré la détresse dans laquelle elle se trouve, c'est la meilleure personne pour savoir ce dont elle a besoin au moment où elle en a besoin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'aider à réfléchir autour de ça, mais c'est important de la laisser prendre des décisions. Comme je disais tout à l'heure, nous, on a décidé de rien, et puis c'était comme ça. Sur le moment, pas de problème, mais après, problème. Parce qu'on n'avait pas du tout été acteur dans le décès de notre fille. Voilà, on ne m'avait pas demandé quel vêtement choisir, je ne sais pas qui s'est occupé de ça. Quand je suis rentrée à la maison après l'hôpital, tout avait disparu parce que quelqu'un, enfin mon ex-mari et un de ses copains avaient jugé que c'était bon de tout faire disparaître, quoi. Donc voilà, il faut vraiment, dans ce temps qui est très court et qui est très pressé par les entrepreneurs de pompes funèbres, essayer de trouver de la place pour savoir ce que la personne endeuillée, ce dont elle a besoin. Qu'est-ce que vous voulez? Réfléchissez, même si vous ne savez pas maintenant, et après, si vous ne savez pas, dites à qui on peut déléguer ça. Et donc comme ça, il y a une sorte d'action qui est introduite, malgré le fait qu'on se sent complètement impuissant. Mais je crois que ça, chaque personne peut le gérer. Moi, je ne suis pas tellement d'accord, on ne subit pas. Moi, voilà, je suis dans le cas, j'ai perdu mon épouse. Oui. J'ai géré ça à ma manière, je l'ai prise à la maison, je n'ai rien voulu comme décorum, je me suis arrangé mes pompes funèbres, moi je voulais simplement la mettre dans le salon, point barre, voilà. C'est tout. Donc je crois que non, on peut choisir soi-même. À condition qu'on en soit capable. Je trouve ça tout à fait supportable, voilà. Ouais. Mais Dieu sait si j'étais mal, que je suis toujours, on ne m'a rien imposé, j'ai tout décidé. Vous avez tout décidé. Même de... Comme reprendre le travail, je l'ai repris 2 semaines après, parce que voilà, j'avais aussi décidé. C'est vous qui l'avez décidé. Comme disait madame, je me suis rendu compte que si je ne le faisais pas, probablement, je n'aurais pu y arriver. D'accord, voilà, ok. Donc je crois pas. Donc vous, de votre côté, ce n'est pas un subi. Je pense qu'on a quand même la ressource en soi de prendre une décision. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Mais il y a des gens, je pense, qui n'osent pas les prendre, et puis c'est vrai que reprendre une personne décédée à la maison, voilà, moi j'ai 4 enfants aussi. Et je me suis rendu compte dès le premier soir que les enfants s'en allaient un peu. Et puis le lendemain, il y a le second, on me l'a avoué. Il m'a dit écoute, moi je ne suis pas dormi à la maison avec maman. Okay. D'accord, ok. Voilà. Moi je t'avais dit, hein, moi j'ai fait, nous sommes amis, hein, Oui. donc vraiment quand il a dit qu'il voulait la reprendre à la maison, moi j'ai un souvenir quand j'étais petite, à côté de chez moi, il y a 3 décès, les 2 parents et un enfant, sur 4-5 ans, moi, quand je rentre dans cette maison, je vois... C'est ça, il y a des images, le décorum et... Le décorum, c'est ça. Et je n'aime pas donc... Voilà. Je lui avais dit, mais voilà... C'est un paramètre à prendre en compte. Sachant que c'est vrai voilà. que le funéraire... Et moi, c'est le contraire. Ben oui. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu 2 enfants, de toute façon, vous l'auriez dit avant, vous ne m'auriez pas influencé, c'est déjà décidé. C'est ça, vous aviez déjà ça. Moi, ça m'a fait beaucoup. Je suis d'accord avec vous. Je crois que c'est des étapes, comme vous disiez, être en noir. C'est vrai que ça paraît choquant et que ça ne se fait plus, mais quelque part, vous avez raison. Il y a un signe qui prévient. Voilà, autrement, oui. On ne sait pas très bien comment. Vous seriez pour vous trouver... Ben oui. Moi, je suis surtout pour que chacun trouve ses propres rituels et sa propre manière. Mais souvent, je suggère de montrer sur un vêtement. Alors ça peut être, j'ai une amie par exemple qui a fusionné son alliance avec celle de son mari et qui a fait rajouter une pierre comme symbole du travail qu'ils avaient réalisé ensemble. Là, quand elle porte cette pierre, elle est
voilà, c'est son signe à elle distinctif de j'ai été mariée avec lui et nous avons fait quelque chose ensemble. Il y a beaucoup de personnes qui portent l'alliance de leur conjoint autour du cou. Il y a beaucoup de mamans qui font graver une photographie sur une petite médaille en or. Ça se fait de plus en plus, ça. Et donc, de plus en plus, quand on voit une petite médaille comme ça gravée avec la photographie d'un enfant, c'est un signe distinctif, on va dire, pour aborder la conversation enfin, voilà, pour interpeller la personne ou avoir une attitude vis-à-vis d'elle, quoi. Et souvent, ça donne l'occasion d'ouvrir un dialogue aussi, en disant « Tiens, vous avez perdu un enfant » et ça permet à la personne de parler, alors. Moi, je Oui. envie d'ajouter par rapport à ce que vous avez dit. Vous pouvez parler plus fort parce qu'on enregistre en plus, donc... Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça dépend vraiment de la personne. Il y a des personnes qui émotionnellement sont très touchées. Par exemple, moi j'ai une perte à maman, on est deux, ma soeur. Si je n'avais pas été là, ma soeur était incapable de prendre en main quoi que ce soit. C'est moi qui ai tout fait. D'accord. Avec son accord, je suppose. Ah oui, c'est sûr. Oui. Mais voilà quoi. Donc chaque fois, avant de prendre une décision, je lui en parlais. Mais sinon, elle était... Anéantie. Elle était très mal, vraiment mal quoi. Maintenant, elle reprend un peu. Mais je veux dire, sur le moment, elle ne peut pas plus quoi. Vous voyez ? Voilà, donc c'est vraiment le message que j'ai envie de vous dire. À une personne correspond à un deuil. Voilà, une personne, un deuil. Donc voilà, chacun vit le deuil vraiment de manière fort individuelle. Et c'est vrai que, par exemple, excusez-moi de vous couper, et ce que madame disait tout à l'heure, qu'avant on avait la famille, on faisait les deuils à la maison et tout ça, et bien je crois que ça aurait très bien convenu à ma soeur. Ah oui. Elle aurait été vraiment entourée, elle se serait sentie comme un peu dans un cocon, vous voyez, pour faire la transition. Et ça lui aurait bien. Ça lui aurait vraiment bien convenu. Ouais. Parce que là, ça a été un peu... Donc chacun a besoin vraiment de trouver ses propres repères et peut-être dans la famille, les gens qui sont moins touchés peuvent alors, comme vous, alors donner plus des indications, des impulsions ou poser des questions. Tiens, qu'est-ce que toi tu aimerais bien? Et alors l'autre peut dire, ben moi j'en sais rien, débrouille-toi. Mais alors il y a un message, il y a une parole qui a été dite autour de ce qui se fait. Et donc pour revenir, donc j'entends ce qui arrive souvent entre les endeuillés, c'est ce niveau de qui souffre plus que l'autre. Donc à qui appartient le mort déjà, parce que bon, quand une personne, par exemple, votre épouse est décédée, mais elle a peut-être des parents, elle a des enfants, elle a des frères et sœurs, vous êtes le conjoint, mais voilà, qui a autorité pour décider de ce qu'on fait avec la personne, de comment vont se passer les funérailles. Il y a toujours un petit flottement pour ne pas aussi blesser les autres et que tout le monde puisse passer cette période de manière plus détendue et le mieux possible. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que le type de deuil n'est pas mesurable. Donc c'est pas parce qu'on perd sa femme, qu'on perd un enfant, qu'on perd une vieille maman, qu'on perd son chien, que le deuil que ce deuil peut être mis sur une échelle. Il n'y a pas d'échelle de deuil. Pourtant, chacun en a construit une à l'intérieur de soi. Donc l'autre jour, j'ai rencontré une maman qui avait perdu son fils dans un accident de voiture. Et juste avant elle, dans le groupe de parole, c'était une autre maman qui avait perdu son fils, qui était tombé dans un puits, qui avait agonisé pendant plusieurs jours dans ce puits, qui avait essayé de s'en sortir et qui avait fini par mourir noyée et d'épuisement. Et elle a raconté son histoire. Et alors l'autre maman ne se sentait plus autorisée à être en deuil presque, parce qu'elle estimait dans son échelle de valeur que perdre un enfant de cette manière-là était beaucoup plus dramatique et que donc elle ne s'autorisait pas, elle, à souffrir par rapport à ça. Donc là, ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est que l'échelle, elle se situe au niveau de la souffrance. De 0 à 10, quel est votre niveau de souffrance? 0, je ne souffre pas du tout. 10, je souffre très très fort. Par rapport à mes valeurs, mon échelle, par rapport à ce que j'ai déjà souffert dans le passé, où j'en suis. Donc si vous posez la question à
une des deux personnes, elle va dire peut-être 8 sur 10, et l'autre peut-être 9 sur 10. Alors elles peuvent se rendre compte qu'il y en a une qui, dans sa propre échelle, est plus élevée que l'autre. Mais ça n'a rien à voir avec la personne qui est décédée, avec le type de deuil, avec comment ça s'est passé. C'est juste l'échelle de souffrance. Dans un groupe de parole, il y avait 2 mamans qui se disputaient, elles avaient toutes les 2 perdu un jeune adulte, une dans un accident de voiture, l'autre d'une leucémie, et elles étaient en train de se disputer, vraiment de se disputer, pour savoir laquelle des 2 souffrait. Il y en avait une des 2 qui disait « Oui, mais vous ne savez pas ce que c'est de voir son enfant souffrir au fil des jours. » Et l'autre disait « Mais vous ne savez pas ce que c'est de ne pas avoir su lui dire au revoir et d'avoir une relation inachevée. » Voilà. Pour finir, elles ne se sont pas mises d'accord, elles n'ont pas voulu se mettre d'accord, elles étaient toutes les 2 10 sur 10, elles n'ont pas voulu admettre que l'autre était autant en souffrance qu'elle-même, et elles ont fini par conclure que la souffrance rendait égoïste. Et elles ont tout à fait raison. Voilà. Donc, c'était vraiment fort intéressant comme démarche. Et encore un autre exemple, un de mes collègues, parce que je travaille aussi à mi-temps dans une administration, a perdu sa maman de 82 ans. Et il vivait avec elle, c'était un vieux célibataire, parce que maintenant il est pensionné, et sa maman est morte il n'y a pas tellement longtemps. Et donc je rentre dans le bureau pour lui présenter mes condoléances, et il me regarde droit dans les yeux, et il me dit, et il ne me demande pas quel âge elle avait. Parce que jusque-là, on lui avait dit « Ah, ben 82 ans, c'est un bel âge pour mourir. Ah, ben elle a quand même bien vécu. » Et tout ce qu'on dit quand on perd une personne âgée. Mais pour lui, c'était sa maman, c'était le petit garçon à sa maman. Et il était en détresse totale, comme s'il avait 6 ans, quoi. Donc ça, c'est important de toujours vous dire une personne, un deuil, avec une échelle de valeur propre à la personne. Point barre. Il n'y a pas de comparatif à faire. Je voudrais revenir sur le fait que vous disiez que la souffrance rend égoïste. Oui. Alors, c'est possible dans un premier temps. Oui. Mais cette souffrance fait grandir énormément et la personne qui vit malheureusement ce drame a, je pense, une plus grande ouverture vers autrui. Fait peut-être preuve de beaucoup plus d'empathie. Alors, peut-être l'égoïsme vraiment, tout au début, quand on est vraiment dans une douleur, je dirais même une douleur physique. Tout à fait, une douleur physique. Mais tout évolue aussi, et ça conduit vers quelque chose de beaucoup plus... vers une ouverture vraiment très très importante. Enfin, pour certaines personnes, c'est ce que vous ressentez. Voilà. Moi, je voudrais bien dire quelque chose aussi à ce moment-là. Parce que je crois que toutes les personnes réagissent de manière différente. Et moi, j'ai perdu mon compagnon il va y avoir 2 ans. Et donc, j'ai souffert énormément. Et finalement, il n'y a pas tellement longtemps, je me sentais heureuse parce que je me suis entourée de plein de photos. J'avais des photos partout chez moi. Et j'avais un petit chat. Et à un moment donné, je me suis dit, je suis heureuse et je demande rien d'autre. Vivre toujours dans son souvenir. Et avec mon petit chat, voilà, et je me sentais heureuse comme ça. Mais c'est pas normal, mais je me sentais heureuse comme ça. Et je n'octroyais pas, quelque part. Et alors je viens faire mon petit chat. Ah oui. Et là, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas pourquoi. D'accord. Quelque chose, je me dis, bon là, il était temps que j'aille vers autre chose. Alors je me dis, je vais en prendre un. Je me dis non, parce que c'était ce qui me... finalement, me protégeait et je restais dans un cocon. D'accord. Voilà, mais donc les choses vont évoluer naturellement. Donc, vous avez dit, ce n'est pas normal. Par rapport à quoi? Mais je ne sais pas, je me dis. Par rapport à votre représentation de comment on est en deuil quand on perd son conjoint? Parce que tout est normal pour vous-même. Il n'y a rien qui est anormal puisqu'à chaque personne correspond à un deuil. Donc c'est votre manière à vous qui est la plus adaptée pour vous de traverser cette tempête du deuil. Donc c'est OK. Donc à partir du moment, même si vous vous isolez pendant un certain temps, à un moment donné, vous allez sentir le besoin de vous réouvrir. Mais vous avez besoin de ce temps-là. D'ailleurs, vous êtes ici aujourd'hui. Mais je ne m'isole pas par rapport à des amis. Ah d'accord, OK. Je pars tout le temps, mais je m'isole sentimentalement. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est ça. Ça, c'est aussi une autre étape, évidemment, de commencer à renouer des relations. Là, on est vraiment dans les étapes
finale, on va dire, du deuil. Hein. Ok, oui. Avant de passer vraiment aux étapes du deuil, je voulais... ici, c'est pas mon tableau, mais je trouvais qu'il était bien adapté. J'ai demandé qu'on le laisse. Donc ici, on voit naissance, mort, vie après vie. Et en général, on dit il y a la vie et il y a la mort. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a la naissance, c'est le début de la vie, et il y a la mort, c'est la fin de la vie dans cette dimension-ci. Maintenant, après les croyants, chacun fait ce qu'il veut avec. Mais c'est les deux faces d'une même médaille. On ne peut pas séparer la mort de la vie. D'ailleurs, et c'est une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui sont en deuil, nous sommes équipés pour faire notre deuil. Équipés pour deux raisons. La première, c'est que depuis que les humains existent, il y en a qui meurent et il y en a qui souffrent autour d'eux. Alors quand on me dit, oui, mais avant on ne souffrait pas comme maintenant, j'en sais rien, moi, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de rituels autour? Pourquoi est-ce qu'on retrouve tant de tombes? Pourquoi, si c'était rien du tout, il ne se passerait rien du tout alors. Hein, donc ça veut dire qu'il y avait une relation à la mort, une relation aux morts, même déjà depuis les temps préhistoriques. Ensuite, la deuxième chose, c'est que dès que nous quittons le ventre de notre mère, c'est le premier deuil que nous faisons. Donc le premier deuil, c'est de se séparer de sa maman. Et puis, de passer de la station à quatre pattes à la station debout, de passer en première maternelle, de passer à l'école primaire, de perdre son canari, de perdre son chat, de grandir, de perdre ses dents de lait, de devoir mettre un dentier à un moment donné, ou de perdre ses cheveux parce qu'on vieillit. Tout ça est un processus de deuil qui est inscrit vraiment dans nos gènes. Nous sommes habitués à faire notre deuil. C'est un processus naturel d'adaptation. Donc on a en nous, comme disait monsieur, toute la ressource de manière tout à fait naturelle pour dépasser cet événement. Donc ce qui se passe beaucoup maintenant, c'est que comme on a mis la mort de côté, tout d'un coup, on commence à se questionner seulement à partir du moment où on a perdu quelqu'un. Tandis qu'avant, ce questionnement, nous étions en contact avec la nature, dans le cycle naturel, les saisons, avec l'hiver où tout meurt, le printemps où tout renaît. Et c'était vraiment beaucoup plus intégré. Maintenant qu'on vit dans des buildings, dans des maisons, qu'on a moins de contact avec la nature, ici on a encore de la chance, hein. Mais on perd petit à petit cette capacité, cette conscience de notre capacité à traverser les deuils. Donc, parce qu'on a cette capacité. Il y avait des rituels aussi dans la vie. S'il vous plaît. Dans les anciennes civilisations, il y avait des rituels pour les enfants, de passage, par exemple. Voilà, tout à fait. Il y avait un rituel qui était fait dans toute la tribu, la communauté. Pour passer d'un âge à l'autre. Voilà, tout à fait. Tu passes une étape, maintenant tu deviens, et chaque fois il passait. Voilà, donc tout ça. Parfois même aussi. Et tout ça est intégré en nous avec la psychogénéalogie, nos ancêtres, nos gènes, vous appelez ça comme vous voulez, mais dans le passage des générations, on a été équipé de cette capacité à faire son deuil, comme on dit. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça le travail du deuil? Alors ça, ce sont les Canadiens qui sont venus avec cette notion. Les Canadiens, ils sont forts en avance de tout ce qui est psychologie et approche des soins palliatifs, approche de la mort et du décès. J'ai trouvé des sites fantastiques sur Internet sur les pompes funèbres canadiennes qui proposent des articles fort intéressants, tant sur les rituels que sur les étapes du deuil, que vraiment, ils sont vraiment fort en avance. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'à chaque étape du deuil, il y avait un travail à accomplir. Quelque chose, que malgré qu'on était dans ce torrent, dans cette tempête, il y avait quelque chose à accomplir. Et c'est pour ça qu'on appelle ça maintenant, que c'est passé dans les termes généraux et qu'on dit le travail du deuil. Moi, j'ai appelé ça phare dans la tempête du deuil. Parce qu'il y a des repères et parce que quand on est en deuil, on est comme précipité. Vous imaginez que le jour où la personne que vous aimiez est décédée, vous avez été précipité dans la mer et votre première réaction, c'est de revenir vers le rivage. Donc vous allez commencer à nager pour revenir vers le rivage. Et vous nagez, vous nagez, vous nagez.
mais le courant de la vie vous emporte loin de ce continent où l'autre était. Et au bout d'un certain temps, vous perdez courage et vous commencez à comprendre que jamais vous ne retrouverez ce rivage. Mais vous êtes en plein milieu de l'océan, il n'y a encore rien devant, rien derrière, rien à gauche, rien à droite, il n'y a plus rien. Et cette période alors est vraiment très douloureuse au niveau du deuil. Et puis un jour, vous tombez sur une petite île et vous vous installez, une minuscule, un rocher, vraiment un tout petit quelque chose. Vous vous installez, vous vous reposez un petit peu. Puis il y a une grosse vague émotionnelle qui arrive, hop, vous êtes reprécipité dans la mer. Puis encore une île, tiens, elle est un peu plus grande. Alors on s'assied dessus, on se repose 1 ou 2 jours, et puis on se dit on ne va pas rester là, on replonge et on va chercher autre chose. Et d'île en île, elles sont toujours plus grandes, et à un moment donné, on arrive au bout d'une péninsule qui est un nouveau continent qui s'appelle la vie sans l'autre. Et ça, c'est l'image que j'aime beaucoup par rapport à tout le déroulement du deuil. Tout en temps, on essaie de revenir à sa première vie, et il y a un avant et un après. Et donc après, il faut vivre sans l'autre, et c'est notre nouvelle vie qui s'installe. Alors, je vais rentrer maintenant dans les phases du deuil, les étapes, les phases, ça c'est comme on veut. Alors, il y a plusieurs termes pour la toute première phase. C'est la phase de choc, de sidération et de déni. Tout s'entremêle. On est choqué parce que ça vient d'arriver, même si la personne était en soins palliatifs, même si elle est décédée depuis longtemps, non pas depuis longtemps, même si vous avez été préparé ou vous saviez qu'elle allait décéder, à un moment donné, il y a un choc. En général, dans les maladies, ce choc, il n'intervient pas au moment du décès, il intervient au moment de l'annonce de la maladie, au moment où on comprend qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de... Enfin, que l'autre va mourir, que c'est vers là qu'on va. C'est à ce moment-là. Donc le travail de deuil commence déjà pour les personnes qui vivent un deuil suite à une longue maladie. Le travail de deuil peut déjà commencer à ce moment-là. Sinon, pour les autres, c'est au moment où on vous annonce que l'autre n'est plus là. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est comme si on était coupé en deux. Il y a une partie de vous qui est liée à votre raison, à votre logique, qui sait exactement ce qui est en train de se passer. Rien de vous n'ignore que l'autre est mort. Rien de vous n'ignore que la vie sans lui, la vie avec lui, c'est terminé. Mais il y a une autre partie, qui est toute la partie émotionnelle, qui ne veut absolument pas croire ça. On peut rattacher cette partie, ça c'est une supposition tout à fait gratuite de ma part, à notre âme éternelle. Cette sensation que nous sommes éternels et que ce n'est pas possible que l'autre ait disparu et qu'on n'a jamais envisagé ça, et que même si on en a parlé un jour, ce n'était pas pour du vrai, et que, voilà, il y a ces deux parties-là qui se dissocient au moment du décès, et alors on doit négocier tout le temps entre c'est pas vrai, c'est pas possible que ça me soit arrivé, non c'est un cauchemar, demain ça ira mieux, je vais me réveiller, et ça peut durer pendant tout un temps. La première étape est toujours présente, même encore au bout de plein d'années. On peut se dire encore au bout de plein d'années, c'est quand même incroyable que ça me soit arrivé. Donc ce ne sont pas des étapes qui s'éliminent les unes après les autres. Ce sont des étapes qui se chevauchent et qui sont mouvantes. C'est un petit peu comme un cercle, comme ça on avance par mouvement vers autre chose. Mais ce n'est pas étape 1 de telle date à telle date, étape 2 de telle date à telle date. Les étapes vraiment s'entrechoquent et parfois il y a ce processus de régression. Quand on est choqué émotionnellement, il y a vraiment un processus qui fait qu'on retombe dans des comportements tout à fait primaires, on a vraiment des besoins de sécurité, des besoins d'être rassuré, des angoisses qui reviennent, et on retourne dans un comportement tout à fait basique, donc tout à fait basique. Et là, le corps est vraiment très fort sollicité, et beaucoup de thérapeutes vraiment sous-estiment, et même des médecins, sous-estime l'impact physique que le deuil a sur les personnes.
La plupart du temps, dans cette phase de déni, donc ça ne m'est pas arrivé, ou je ne veux pas que ça me soit arrivé, on essaye de passer vite à autre chose. Donc je prends l'exemple d'un de mes collègues qui a attrapé un cancer des testicules, et donc il a été choqué d'apprendre ça, et tout de suite, c'est un monsieur, donc les messieurs ont déjà tendance à être plus cartésiens que nous, les dames. Je dis tendance, hein, c'est pas une étiquette. Et donc, ce monsieur, il a fait son traitement de chimio et tout ça, et je le revois, je dis, ah tiens, tu es revenu, et comment ça a été? Et il me dit, écoute, le plus dur, ça a été la rééducation. Alors je dis, pardon, je ne comprenais pas où était la rééducation dans un cancer des testicules. Alors il me dit, ah mais tu ne sais pas, mais le lendemain qu'on m'a annoncé mon cancer, je suis tombée dans les escaliers et je me suis cassé la jambe. Donc ça, c'était sa manière à lui d'exprimer le choc qu'il avait eu la veille lors de l'annonce de sa maladie. Un peu plus tard, je ne sais plus si c'était plus tard, mais j'ai aussi assisté à un accident de voiture, donc un accrochage entre deux véhicules au moment où j'allais prendre mon train, donc c'était tout près de l'arrêt du train, et alors j'étais le seul témoin, mais je ne savais pas rester puisque le train allait arriver, donc j'ai donné ma carte au monsieur, je dis voilà, si vous avez besoin d'un témoignage, il n'y a pas de souci, voilà ma carte. Et dessus, il était marqué suivi de deuil, etc. Et il m'a téléphoné, il dit écoutez, ma femme est morte la semaine dernière ou le mois dernier, je ne sais plus, et il était lui encore en état de choc. Donc tous ces chocs peuvent se produire, ça arrive souvent qu'on ait un petit accident de voiture, qu'on se casse la figure, qu'on se casse un bras, parce qu'on n'a pas encore assimilé correctement le choc que ça représente d'avoir été informé, soit de la maladie, soit d'un accident, soit du décès d'une personne. Donc ça, c'est vraiment le choc dans son état le plus violent. Il y a aussi ce choc qui fait qu'on reste hébété et qu'on n'a plus aucune réaction et qu'on perd tout à fait ses moyens. Il y a des personnes qui subissent ce choc de cette manière-là et qui ne savent plus comment ils s'appellent, ils ne savent plus rien du tout et il faut vraiment les solliciter pour qu'ils puissent reprendre contact avec la réalité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sidération, alors à ce moment-là, vraiment la sidération. Donc, qu'est-ce que je peux encore dire? Ah oui, donc le travail lié à cette étape du deuil, c'est de reconnaître la réalité de la perte. Comment ce déni peut encore se manifester? J'ai accompagné une maman qui était tout à fait encore dans le déni. Elle avait perdu son fils unique qui s'était tué lors d'un accident avec son copain. Ils ont joué avec une carabine à plomb. Il a eu des plombs qui sont rentrés dans sa tête et il est mort assez rapidement. Et cette maman, c'était le seul fils qu'elle avait. Elle avait une relation tout à fait fusionnelle avec lui. Il avait 15 ans. Et cette maman arrive, elle ne travaillait plus. Elle restait chez elle la plupart du temps et elle ne faisait plus rien. Bon, elle avait quand même décidé de venir parce qu'elle avait entendu parler de moi. Et voilà qu'elle me raconte que son fils est décédé. Quelque temps après, elle a déménagé, elle avait fait construire une nouvelle maison. Elle a déménagé dans la nouvelle maison. Donc elle a photographié tout ce qui était dans la chambre de son fils et elle a refait sa chambre à l'identique dans la nouvelle maison. Elle a remis ses vestes au crochet, elle a remis ses chaussures dans l'étagère, elle a refait vraiment tout l'environnement où son fils vivait dans l'ancienne maison. Nous étions 6 ans après le décès. Donc 6 ans après le décès, elle était toujours dans un deuil qu'on peut appeler pathologique alors à ce moment-là. Et donc on a repris les conversations. Elle avait même gardé dans la chambre le morceau de tapis plein où il y avait le sang de son fils quand il avait été tué, quoi. Donc elle était vraiment complètement scotchée par rapport à ça. Et au fil de nos rencontres, eh bien voilà, j'apprenais que elle avait repeint une pièce et qu'elle avait dû mettre les pots de peinture dans la chambre de son fils,
puis qu'elle avait stocké l'échelle là-bas et que maintenant elle repassait là-bas. Et petit à petit, donc qu'elle avait fini par changer les draps parce que c'était toujours les mêmes draps dans lesquels il était mort, qui étaient sur son lit au moment où il était mort. Donc petit à petit, elle a pu dépendre les vestes au crochet, remettre, et simplement en racontant encore et encore ce qui lui était arrivé et en reprenant conscience de tout son parcours dans lequel elle s'était enfermée. Donc il y a souvent moyen, même des années après, de reprendre un deuil qui a été figé. Moi j'appelle ça plutôt un deuil figé qu'un deuil pathologique, je préfère ce terme-là. Parce qu'il y a moyen quand même, à moins d'avoir une personnalité déjà défaillante défaillante c'est un grand mot, mais où il y a des problèmes psychologiques graves, normalement on sait remettre n'importe quel deuil en route, même 20 ans après. J'ai aussi accompagné une dame qui avait des vertiges et qui finissait par devenir agoraphobe. Elle a été mariée, elle avait 2 enfants et tout d'un coup ça lui revenait comme ça, la crainte de la maladie. Et en fait c'était simplement, elle avait perdu son petit frère qui avait 6 ans. Quand elle avait 6 ans et lui il en avait 8. Le soir même, on l'avait fait redormir dans le lit de son frère qui était décédé. On n'avait pas voulu qu'elle voie son frère décédé et elle avait eu l'impression que son frère est venu la chasser de son lit pendant la nuit. Elle dit, je ressentais ses coups de pied parce que j'étais dans son lit et il me chassait à coups de pied. Donc voilà, ça c'était le souvenir de cette petite fille-là. Et plus personne n'a parlé de ce frère-là, mais la maladie s'est installée dans cette famille. Il y a un frère qui est devenu diabétique, non c'est la maladie, des problèmes de reins, et il n'y avait qu'un seul sujet de conversation dans cette famille, c'était la maladie. Donc le frère malade est mort, on n'en a jamais plus parlé, mais ça a été remplacé dans cette famille par la maladie. Et donc à partir du moment où elle a pu comprendre la dynamique de cette famille, de la dynamique familiale dans laquelle elle s'était installée inconsciemment, elle a pu alors sortir de ça et reprendre une vie normale après quelques séances. Donc vous voyez comme un deuil peut avoir un impact sur le futur et que même s'il y a des parties de nous qui sont figées, on peut toujours les reprendre par la suite. Donc le premier travail, c'est reconnaître la réalité de la perte. Oui. Tout à l'heure, je pensais à ça. J'ai peur également, et je trouve le fait de pouvoir parler, souvent les gens ont peur quand quelqu'un a perdu quelqu'un d'aller vers lui et de lui parler de ça en disant on va réveiller cette souffrance. C'est ça. Alors que je trouve qu'on a tellement besoin de parler des gens qu'on a aimés et qui ne sont plus là, et que ça libère. Tout à fait, voilà. Et c'est ça qui libère en thérapie ou dans le travail de groupe, c'est cette possibilité de parler avec d'autres. Maintenant, il n'y a pas besoin de thérapeute, je vous dis, le deuil est un processus naturel. Ce qui fait que ça devient utile un thérapeute, c'est parce que le tissu social s'est délité et qu'on n'a plus ses cousins, ses voisins, ses amis à qui on peut parler de ça. On se censure soi-même, on dit ben non, je ne vais pas aller les embêter avec ça. Donc c'est autant l'extérieur qui reflète je ne sais pas comment me comporter, je suis mal à l'aise, que soi-même qui nous disons ben on ne va pas en rajouter une couche, ça va, on voit bien qu'ils sont heureux dans leur famille, moi avec mon malheur, et puis on va me dire t'es encore arrêté à ça, tu devrais sortir, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. On n'a pas envie d'entendre ça, quoi. On n'a pas envie d'entendre ça. Et c'est la société qui refuse la mort, purement et simplement. Oui, mais la société, c'est nous. Mais oui, c'est chacun d'entre nous. Bien sûr, mais je dirais que quand on vit ça, on attend évidemment un autre fonctionnement, tout on à met fait dedans. Voilà. Et que c'est vrai que autant la vieillesse fait peur, autant la mort, on n'en parle pas. Donc, quand tout va bien, on est beau, on est jeune, on est exactement, tout va toujours très bien. Tout à fait. Et la maladie et tout ça, c'est vrai qu'on essaye de plus en plus de la mettre de côté, oui, oui. Et mais vous avez raison dans le terme société, les publicités, je veux dire la tyrannie du beau, du jeune et du bonheur, voilà quoi, on est quand même fortement influencé par ça. Donc à nous d'aller remettre un petit peu de la vraie vie là-dedans, quoi. Des vraies valeurs. Des vraies valeurs, enfin ce que nous considérons comme des vraies valeurs.
Alors, donc ça c'est pour vraiment le début. Alors, de nouveau, je ne sais pas vous donner une étape. Vous avez vu la maman dont je vous parle, 6 ans après, elle était toujours à la première étape. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas commencé à déjà s'initier pendant qu'elle était bloquée à ce moment-là. Et c'est pour ça que remettre un travail de deuil en route, ça va beaucoup plus vite après parce qu'on a quand même vécu, on a quand même ressenti des émotions et c'est ça qui fait le travail du deuil, quoi. Alors, dans un second temps, assez proche je veux dire qu'il se passe plus ou moins dans la première année, je remets des guillemets, mais c'est pour dire d'avoir quand même des points de repère. Il y a la deuxième phase qui est la phase de fuite ou la phase de recherche, qui peuvent alterner, c'est-à-dire fuite, on ne veut plus voir les photos, on ne veut plus aller aux endroits où on a été avec la personne qui est disparue, on ne veut plus aller dans sa chambre, on ne veut plus. Et en même temps, et d'autre part, on a envie de continuer l'œuvre de celui qui a disparu. Donc, par exemple, une dame que j'ai accompagnée, son mari était accordéoniste et quand il est décédé, elle s'est mise à l'accordéon parce qu'elle voulait continuer l'œuvre. Souvent, il y a des projets qui ont été initiés du temps du vivant de l'autre qu'on a envie de continuer tout seul en mémoire d'eux. Et c'est une forme de recherche, on recherche toujours la présence de l'autre. On recherche des gens qui l'ont connu. Ça peut être, si c'est un accident, on va aller retrouver les ambulanciers, on va retrouver le médecin, on va trouver les personnes qui l'ont accompagné ou le témoin de l'accident. Voilà, on va rechercher tout ce qui nous permet d'être à nouveau en contact avec la personne qui est décédée. Mais peut-être que, parallèlement, on ne sait plus regarder une photo. Donc ça dépend vraiment, ça peut alterner ou bien ça peut se scinder, ça peut être d'abord une chose et puis l'autre, mais il y a toujours ces deux polarités entre la recherche de l'autre et la fuite de la souffrance, on pourrait dire ça comme ça. C'est pas la fuite de l'autre, c'est la fuite de la souffrance. Et quand regarder une photo, ça peut faire autant de bien que ça peut être souffrentiel. Le travail à accomplir, c'est accepter la réalité de la perte. Donc ça, c'est vraiment la chose qui est à accomplir. Puis on va rentrer dans ce qu'on appelle l'errance et la déstructuration. Au bout d'un certain temps, en général, de nouveau, je mets beaucoup de précautions à ça, en général, entre 6 et 9 mois après le décès, c'est le moment où on a terminé les formalités, s'il y avait des formalités, où les successions se terminent, où les gens ont repris le cours de leur vie. On va entrer dans une phase où on commence à se rendre compte, parce qu'on s'en rend compte beaucoup de fois, mais que l'autre est parti définitivement. C'est le moment où je vous disais, on est dans la mer et on commence à se rendre compte que jamais plus on pourra rejoindre le rivage de la vie avec l'autre. Et alors c'est une souffrance différente. Au début, la souffrance est lancinante, elle fait mal à l'intérieur, elle divise, elle déchire, elle est vraiment très intense. Et puis après, ça va devenir une souffrance pesante, ça va devenir une souffrance triste, ça va devenir une souffrance lourde. On entre dans ce qu'on appelle alors la dépression du deuil. La dépression du deuil, pourquoi ? Parce que ça a tous les signes extérieurs d'une dépression, à différents degrés évidemment. On n'a plus envie de se lever, on n'a plus de goût à rien, on n'a plus envie de rien faire, on n'a plus envie de manger, on a des problèmes de sommeil. Tout ça, peut-être pas tout en même temps, mais à différents degrés, on ressent cette lourdeur de cette vie qui n'a plus aucun sens. Et on est dans cette nuit-là, sans savoir vers quoi on va aller, sans avoir envie d'aller vers quoi que ce soit d'ailleurs. Parce qu'on est aussi comme dans un tunnel, et il fait noir, et il fait noir, et il fait noir, et on croit qu'on avance, il fait noir, il fait toujours noir, mais en fait on avance à reculons. Et le jour où on se retourne, on se rend compte qu'on est déjà près de la sortie. Mais pendant des mois, on avance à reculons en regardant le passé, en regardant ce que nous avons perdu, en regardant qui nous avons perdu, en se lamentant sur notre sort, en pleurant sur nous-mêmes, ce qui est tout à fait normal. Mais on est dans le mauvais sens. Et un jour, on ne sait pas pourquoi, il va se passer quelque chose, un sourire,
un film, une amie, un ami, une rencontre, et on va se retourner de l'autre côté et on va voir qu'on est vraiment tout près de la sortie. Mais ce temps-là, de nouveau, je ne sais pas vous dire combien de temps il dure. Ce que moi j'ai remarqué au niveau du deuil d'un enfant, par exemple, mais de nouveau, ça dépend des circonstances et tout ça, en général, il faut 4 ans pour sortir la tête hors de l'eau. Et il faut 10 ans pour dire de pouvoir se sentir à 80% bien. Dans le deuil d'un conjoint, ce que je constate, c'est que la première année, c'est l'enfer, la deuxième, c'est le purgatoire. Après 2 ans, on commence à sortir la tête un peu hors de l'eau. Et après 4 ans, on peut reprendre une vie. On commence à être prêt pour rencontrer de nouvelles personnes ou entreprendre une nouvelle relation. Donc ça, c'est un petit peu les points de repère de ce que j'ai pu voir de ma pratique. Voilà. Mais de nouveau, comme je vous disais, ça dépend de quand vous commencez votre deuil. Ce qui se passe aussi parfois dans un couple, lorsqu'il y a le décès d'un enfant, c'est que la maman va entrer en deuil tout de suite et le papa va faire le fort. Et pendant 2 ans, la maman va vivre son deuil comme elle peut, et pendant ce temps-là, le papa il va mettre son deuil de côté pour pouvoir être à la hauteur, pour continuer à aller travailler, pour ramener des sous à la maison, pour soutenir sa femme et tout ça. Et quand madame commence à aller mieux, alors le papa s'écroule. Donc il va commencer, lui seulement, le gros de son travail de deuil 2 ans après, quoi. Ça arrive. C'est souvent cette étape-là dans l'organisation d'un couple après un décès. Donc souvent ça. Alors, pendant toute cette phase de déstructuration et d'errance, le travail, c'est de vivre toutes les émotions qui sont liées au deuil. Et quelles sont ces émotions qui sont liées au deuil? Il n'y a pas beaucoup d'émotions. Il y a le chagrin, une émotion, j'aime bien mettre une petite précision entre une émotion et un sentiment. Une émotion, ça vient du latin émovere, sortir de. Une émotion, vous ne pouvez pas la cacher. Le chagrin, donc la tristesse, vous avez vos larmes qui coulent, vous ne savez pas l'empêcher, ça coule, voilà. Ou bien vous avez la gorge qui serre parce que vous vous empêchez de sortir vos larmes, mais elles sont là. Quand on est en colère, le pouls s'accélère, on change de couleur, on devient tout pâle, ou bien on devient tout rouge, ça dépend des personnes. Il y a une manifestation physique lors des émotions. La joie, quand on a une joie intense, ça vous prend, enfin moi ça me prend là et j'ai envie de sauter, je sens que ça, vraiment, c'est physique, c'est une vibration dans le corps, la joie. Et qu'est-ce qu'on a encore à vivre comme émotion? La colère, le chagrin. Et la différence avec le sentiment? Le sentiment, vous pouvez être triste et vous ressentez de la tristesse, mais ce n'est pas au niveau de l'émotion, parce que l'émotion, vous ne savez pas vous empêcher de la faire sortir. C'est un peu comme quand on était en dépression, c'est à l'intérieur? C'est à l'intérieur, voilà, c'est plus à l'intérieur. Et derrière tout sentiment, il y a une émotion. Derrière toute émotion, il y a un sentiment. Donc on peut aller alors voir la nuance qu'il y a derrière cette émotion. Donc par exemple, on va vous agresser, il y a différentes manières de réagir. Vous pouvez vous mettre en colère, vous pouvez fuir, vous pouvez taper sur l'autre, vous pouvez vous mettre à pleurer. Donc le sentiment, c'est « je me suis senti agressée », mais alors la réponse est différente en fonction des gens. Bon, c'est peut-être un peu sémantique, mais voilà, retenez que les émotions, on ne sait pas les contrôler, ou si on les contrôle, c'est vraiment avec beaucoup de difficultés. Et donc, il y a à vivre toutes les émotions du deuil. Alors, un grand sentiment dans le deuil, c'est la culpabilité. Mais moi, je remets la culpabilité avec une émotion, c'est-à-dire que quand on se sent coupable, on est en colère contre soi-même. Et donc ça revient au même. On est fâché contre soi parce que on n'a pas fait ceci, on n'a pas été à la hauteur, on n'a pas dit ceci, on aurait dû faire ça, etc. On est fâché contre soi. C'est une manière beaucoup plus dynamique d'aborder la culpabilité. Parce que, voilà, si on est fâché contre soi, à un moment donné, on peut se défâcher, on peut se pardonner.
Tandis que si on se sent coupable, il y a comme une sorte de soumission à la culpabilité, comme si on ne savait rien faire. Oui, on peut se pardonner, et se pardonner fait qu'on se sent moins coupable. Pour gérer la culpabilité aussi, c'est cette définition que j'aime beaucoup. La culpabilité, c'est la différence entre ce que vous êtes et ce que vous voudriez être. J'aurais voulu être une personne attentive, j'aurais voulu plus attentif à l'autre, j'aurais voulu lui dire ceci, j'aurais voulu être quelqu'un d'autre finalement. Voilà. Alors que la réalité du terrain, ça a été que vous avez eu peur d'aborder la personne, d'aller la revoir alors qu'elle avait besoin de vous, que sais-je encore. Donc, il y a vraiment cette différence. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez travailler sur cette différence en vous pardonnant de nouveau, en vous disant, voilà, j'ai pas été à la hauteur de ce que je voulais être, mais je suis comme je suis et c'est ok comme ça, quoi. Donc, il y a tout un travail d'acceptation de soi. Oui. Oui, il y a un travail qu'on peut faire par rapport à ça, par exemple, si c'est par rapport à la personne disparue, oui. On n'a pas été ce qu'on idéalise, qu'on aurait dû être. Oui. On peut par exemple faire un travail, écrire à cette personne. Tout à fait, il y a plein de ressources. Il y a plein de choses à faire. Tout à fait. Je veux dire, entre guillemets, de réparation. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on considère comme une réparation et qui permet quelque part de se pardonner. De se pardonner. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Il y a vraiment et au niveau plein de choses. Il y a des choses. Parce que quand je vous entends parler, moi, il y a quelque chose qui m'a fort interpellée, c'est que quand on est comme ça, on a un environnement familial, amical, et les énergies, en fait, tout semble quelque part, tout à sa place. Et puis quand une personne décède, tout d'un coup, il y a un trou. Oui, l'équilibre énergétique, j'entends. Oui. Donc ça veut dire que c'est ça, en fait, qui nous perturbe. Il y avait un espace qui était occupé, et tout d'un coup, cet espace n'est plus occupé. Et une des lois universelles, c'est que les trous doivent être remplis, se remplissent. Et c'est ça notre travail de deuil, en fait. C'est tout un travail énergétique à plein de niveaux, dans le corps physique, dans le corps éthérique, dans le corps émotionnel, dans le corps mental, puisque c'est tous ces niveaux-là qui doivent se réadapter. C'est toutes les énergies qui doivent se mouvoir et se réadapter pour justement combler ce vide. Tout à fait, vous avez raison. En fait, c'est ça. Et du coup, à un moment donné, c'est l'émotionnel qui s'exprime. Parce que lui, il a trop de pression, c'est pas lui. C'est un peu chacun son tour. Et c'est vrai que par rapport au mental, ça semble chaotique. Et parfois, vous dites 2 ans après, il y a des émotions tout d'un coup qui vont revenir, ou même 4 ans, ou même 10 ans après. Mais parce que le mental est une logique linéaire, alors que le reste des corps n'ont pas de logique linéaire, ils sont sphériques. Donc ça veut dire que ce n'est pas un point A vers un point B, mais c'est sphérique, donc ça veut dire que ça apparaît peut-être chaotique, mais ça ne l'est pas en fait. Voilà, mais ça, quand on est dedans, quand on est dans la piscine, on ne voit pas les bords. Donc c'est ça. En fait, moi je sens ça. Je ressens qu'il y a des déplacements énergétiques. Tout à fait. Je le ressens vraiment très fort, ça, je le vis dans mon corps. Oui, donc ça dépend un peu de la sensibilité de chacun, des perceptions de chacun, des croyances de chacun aussi par rapport à ça. Évidemment, nos croyances sont remises en cause quand on est à l'approche de la mort, parce que soit on ne s'est jamais questionné, et donc on commence à se questionner. J'accompagne une dame qui est professeure de mathématiques, donc extra-cartésienne, extra-logique, etc. Et elle a vécu avec l'amour de son mari une expérience vraiment à travers une sorte de rêve où son mari lui a montré où il se trouvait un petit peu, ça ressemblait un peu à une NDE, quoi, une expérience proche de la mort, et elle a vraiment eu cette sensation que maintenant elle comprenait certaines choses et ça l'a ouvert à tout un monde qui était complètement ignoré d'elle, et elle a commencé alors à faire tout un travail de recherche par rapport à ça, et ça ne l'empêche pas de souffrir, mais ça l'aide à parcourir son chemin de deuil plus légèrement, on va dire. Alors, donc, il y a d'autres personnes qui étaient des fervents catholiques pratiquants et qui accusent maintenant Dieu, et du coup, ils renient absolument tout ce qu'ils ont cru jusque maintenant, et voilà. Il y a des personnes qui
qui croient qu'il n'y a plus rien après, il y a des personnes qui sont persuadées qu'il y a encore quelque chose. Ça va aussi dépendre, ça va aussi colorer le deuil. Si on croit qu'après l'amour, il n'y a plus rien et que ce vide, alors accentue le vide intérieur qu'on vit suite au décès de quelqu'un, ça va colorer aussi le deuil d'une autre façon. Donc la colère, évidemment, il y a aussi plein de moyens d'exprimer cette colère qu'on a vis-à-vis de tout le monde. Pas toujours dans un premier temps, parce que voilà, s'il y a un responsable, alors automatiquement la colère qu'on ressent va être contre le médecin, contre le chauffard, contre le dealer, contre la personne qui a laissé mourir l'autre, contre. Et c'est comme ça qu'on s'engage dans des procès qui n'en finissent plus et où les gens pensent qu'ils vont être soulagés une fois que le procès sera fini et qu'ils se retrouvent gros-champs comme devant parce que toute l'énergie qu'ils ont mise en place, toute cette colère qui a été contre quelqu'un, maintenant ils vont se retrouver avec la colère qui n'a pas diminué d'un iota par la condamnation que l'autre a eue ou pas eue, et donc ils vont rester coincés. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à vivre leur deuil alors seulement après le procès, parce qu'ils peuvent seulement commencer à se rendre compte qu'ils n'ont plus de cause à servir, et ils entrent alors dans cette phase de dépression directement de plein pied, quoi. Parce que tant qu'il y a quelque chose à nourrir, tant que l'autre est toujours vivant quelque part, tant qu'on peut faire quelque chose pour l'autre, on a cette sensation qu'il n'a pas disparu. J'accompagnais une amie qui avait perdu son mari et on est allés ensemble mettre la pierre tombale et elle me disait ben voilà, maintenant je ne sais plus rien faire pour lui. Et pour elle c'était voilà, tant qu'il y avait eu cette pierre qu'il fallait préparer, aller surveiller les travaux et tout ça, elle se sentait encore, et puis le vide s'est installé après la pose de la pierre tombale, parce que c'était le dernier acte, quoi. Donc, par rapport à ce qu'elle vivait, elle. Donc la colère, c'est de la colère contre les autres, contre Dieu et aussi contre soi, parce qu'on n'a pas été à la hauteur, et là on repart sur la discussion sur la culpabilité dont je viens de parler. Donc voilà, on peut être en colère contre la maladie, on peut être en colère contre la vie. Je me souviens quand ma fille est décédée, c'était le 28 mai, ça faisait 15 jours qu'il faisait dégueulasse, et ce dimanche-là, il faisait mais magnifique, il faisait 20 degrés, il faisait tout doux, c'était l'été qui était arrivé comme ça en plein hiver presque, parce qu'il faisait vraiment moche avant. Et bien moi j'étais furieuse qu'il y avait du soleil, j'étais fâchée, quoi. Je dis c'est pas juste, parce que moi je suis en colère, moi je suis triste, je suis désespérée, et tout le monde est content parce qu'il y a du soleil, et ce soleil, et voilà. Moi ma colère ce jour-là c'était parce qu'il y avait du soleil, et j'arrêtais pas de dire aux gens mais moi je suis fâchée parce qu'aujourd'hui il y a du soleil, voilà. Et les gens comprenaient pas bien, mais bon, voilà, c'était ma manière à moi d'exprimer ma colère contre la vie qui m'a enlevé ma fille, quoi. Donc voilà. Alors la joie, je vous disais, est aussi une émotion, et on a déjà abordé un petit peu ce sujet-là tout à l'heure. On ne se donne pas la permission d'être heureux quand on est en deuil, parce qu'on a l'impression que c'est pas là sur la même longueur d'onde, qu'on va trahir l'autre, qu'on a comme ça une représentation pour soi-même de qui on devrait être en tant que maman, papa, conjoint, frère, sœur d'une personne qui est décédée. Et si on ne correspond pas à ces critères, alors automatiquement on n'est pas à la hauteur. On ne peut pas ne pas correspondre à ces critères. Et évidemment, dans ces critères, il n'est pas marqué heureux, plein de joie, content et tout ça. Pourtant, il y a beaucoup de circonstances où on peut être heureux même après le décès. Parce que ça s'est passé de cette manière-là, parce qu'il y a eu des petits clins d'œil de la vie, parce qu'on est bien entouré, parce qu'on retrouve des amis qui sont venus nous voir au moment des funérailles. Voilà, il y a plein de petits moments où on peut être quand même heureux et on ne se les accorde pas, parce qu'on a peur de trahir l'autre. Je n'ai pas d'autres mots, d'autres représentations. Voilà, on n'a pas le droit, parce que c'est pas juste, l'autre il ne peut pas profiter de tout ça, donc moi non plus. Et ça c'est vraiment, vraiment un souci dans l'avancement du deuil, parce que ça pourrait aller beaucoup plus vite si on s'autorisait à être heureux. Mais le deuil a besoin de temps.
On croit en tout cas que le deuil a besoin de temps, parce qu'on ne veut pas lâcher tout de suite. On ne veut pas lâcher tout de suite. Maintenant, si on s'est préparé, bon, par exemple, mon papa, il est décédé, ça faisait 4 ans qu'il était malade, il était quand même encore bien à la maison, on a eu le temps de se dire tout ce qu'on avait à se dire, c'était très agréable, on a beaucoup ri le jour de son enterrement, mon papa était un comique et vraiment le jour de son enterrement, on a vraiment beaucoup ri, et c'était pas des rires nerveux, c'était vraiment remettre sa présence au cœur de notre famille, et c'était vraiment, voilà, on a été contents parce que donc il y avait une déviation, il avait travaillé à l'usine Caterpillar, on habitait près de Charleroi, et il avait travaillé toute sa carrière à l'usine Caterpillar, et voilà, Caterpillar c'était l'usine de mon papa, il s'était investi dans cette usine-là vraiment, et normalement pour aller au cimetière, il ne fallait pas du tout passer par là, mais justement il y avait une déviation, et justement on est passé devant Caterpillar, et on ne pouvait pas s'empêcher de penser, ah ben un petit signe, voilà, et ça nous a tous amusés, parce que voilà, la joie était présente lors du décès de mon papa, ça c'est sûr, et on est resté dans cette dynamique de joie, on avait épuisé déjà tout ce qu'on avait à se dire, et il est parti en paix, nous sommes partis en paix avec lui, et c'est un beau souvenir pour tout le monde, voilà, le décès de mon papa est un beau souvenir pour tout le monde. Et bon, parfois c'est choquant, peut-être vous êtes choqués de m'entendre dire ça. Voilà. Donc, dans cette conférence où je suis allée samedi dernier, j'expliquais qu'après 10 ans, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'avais rencontré ce schéma par rapport aux différentes étapes du deuil et que ça m'avait beaucoup aidé, que j'avais commencé à aller mieux après 10 ans. Il y a une maman qui a fait part à l'animatrice en disant « Mais moi, je n'irai jamais suivre une thérapie avec cette dame, hein. Après 10 ans, elle allait mieux. » Et elle, ça faisait 6 ans qu'elle avait perdu sa fille. Ok, d'accord. Mais voilà, c'était sa réflexion. Elle était choquée, vraiment choquée, parce que j'avais dit qu'après 10 ans, j'avais commencé à aller mieux, quoi. Elle était vraiment tout à fait choquée par ça. Donc moi, ça m'a vraiment, ça m'a interpellée aussi, quoi. Donc pendant tout ce temps-là, on doit réfléchir aussi avec. Donc le travail, c'est de vivre avec, de revivre toutes les émotions qu'on a à vivre. Donc pas les fustiger, pas les cacher, pas vraiment pouvoir accepter que quand on pleure, qu'on ne sait pas s'empêcher de pleurer quand on entre dans un magasin, parce que voilà, une de mes amies. Elle partait toujours au Mont-Saint-Michel et elle mangeait des huîtres d'Oléron avec son mari. Ben, la première fois qu'elle a fait ses courses et qu'elle s'est retrouvée dans le rayon des huîtres, elle s'est effondrée, elle a laissé son caddie là et elle est sortie du magasin. Voilà, c'est ça, vivre les émotions du deuil. Et pas les retenir, je me retiens jusqu'à la caisse et puis après, ben, je suis 2 jours alitée parce que toute cette énergie n'a pas pu sortir au moment où elle devait sortir. Donc c'est ça, vivre les émotions du deuil. Un travail à réaliser aussi, c'est de réfléchir à qui nous avons perdu. Je me souviens d'une dame qui avait perdu son frère, donc son frère était célibataire, et la dame avait passé 65 ans et son frère avait 68 ans, quelque chose comme ça. Il était aveugle, il était célibataire, et tous les jours, cette dame-là, et elle n'avait pas d'enfant, cette dame-là, et tous les jours, elle et son mari allaient chez le frère, faire le ménage. Elle s'en occupait en fait beaucoup et elle ne comprenait pas pourquoi. En fait, au fil de nos rencontres, on s'est rendu compte que ce frère-là, c'était pas un frère, c'était son enfant qu'elle n'avait jamais eu. Et donc elle s'en était occupée. Donc elle manifestait exactement le même deuil qu'une maman. Et donc elle ne comprenait pas, elle, pourquoi après 2 ans, elle était toujours dans cet état-là. Une fois qu'elle a compris que son frère, elle le considérait comme son enfant, dans sa représentation du deuil, ah mais c'est normal alors que je sois dans cet état-là. Et donc du coup, elle a commencé à aller mieux, quoi. Donc c'est vraiment, on doit comprendre qui on a perdu pour pouvoir... Voilà, ce monsieur dont je vous parlais, mon collègue qui a perdu sa maman de 82 ans, lui c'est un petit garçon de 6-8 ans qui a perdu sa maman de 82 ans. Il a dû comprendre que c'était toujours sa maman,
de quand il était petit, puisqu'il n'avait pas grandi au niveau de la relation avec sa maman, qui lui faisait toujours ses tartines pour aller travailler, quoi, alors que maintenant il est pensionné, et quand sa maman est morte, il avait 62 ans, quoi. Donc alors il peut mieux comprendre le niveau de chagrin dans lequel il se trouve. Donc qui est-ce qu'on a perdu en perdant la personne qu'on a perdue? C'est pas rien que son conjoint. Une de mes patientes, son mari, elle détestait cuisiner, c'était elle qui s'occupait des papiers, elle avait perdu sa maman quand elle était petite, et son mari avait vraiment un côté maternant pour elle, c'est lui qui faisait à manger, c'est comme mon mari, c'est lui qui faisait à manger, c'est lui qui s'occupait vraiment de l'intendance et de la cajoler, de la toucher, et il la maternait. Et elle a dû comprendre ce qu'elle avait perdu en perdant son mari. C'était à la fois son conjoint, mais aussi tout ce qui lui avait manqué de la relation qu'elle avait eue avec sa maman. Donc c'est vraiment important de comprendre ce que la personne nous apportait et qu'elle ne nous apporte plus aujourd'hui. Parce que ça fait partie des manques qu'on a quand on est en deuil. Donc voilà, qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce que l'autre nous apporte? Qui vraiment nous avons perdu? Et ça, c'est un des travaux du deuil. Enfin, on dit des travaux du deuil. Donc, moi, je n'aime pas travail au pluriel, je préfère travail de deuil de cette phase-là, de déstructuration. En fait, pendant cette phase-là, on va devoir revoir tous nos repères. Nos repères par rapport à la société, nos repères par rapport à nous-mêmes, nos repères par rapport aux autres. Qui étions-nous dans la société? Bon, nous étions un couple, maintenant je suis veuve. Je ne peux pas admettre ça, je suis veuve. Non, je ne suis pas veuve, mais si, je suis veuve. Donc, il y a vraiment toute une réorganisation qui doit se faire, une relecture de sa propre vie par rapport à son positionnement social, par rapport à soi-même aussi. Voilà, l'autre me comblait par certains côtés. Maintenant, moi, je vais devoir assumer ça toute seule ou tout seul. Ou bien, voilà, je m'occupais de mon enfant. Maintenant, je ne suis plus une maman. De quel droit est-ce que je peux aller au parc avec les autres mamans si moi, j'ai perdu mon enfant? Voilà. Donc, c'est tous des points de repère et se repositionner aussi par rapport à ses croyances. Toutes nos croyances ont été complètement bouleversées et on doit remettre de nouvelles croyances en route après. Donc ça fait partie du travail du deuil. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le travail, parce qu'il y a des choses à faire. Bien sûr, ça se fait de manière naturelle, mais ça accélère le processus et on reprend plus la possession, la maîtrise, quand on peut réfléchir et quand on peut repenser tout ça, se reconstruire avec la pensée dans tout ce travail émotionnel qui est le deuil avant tout. Donc ça rétablit, si vous voulez, l'équilibre entre le cerveau gauche et le cerveau droit. C'est ça qui est épuisant, c'est parce que justement on doit faire ce travail. Enfin, moi c'est ça, il me semble, sinon on n'avance pas. Sinon on n'avance pas. Voilà. C'est vraiment l'impression que j'ai. Oui, ça demande vraiment un effort de rééducation. Voilà, on est en rééducation, tout à fait. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Oui, c'est sûr qu'on ne sort plus, on ne bouge plus. Voilà. Christophe Fauré utilise une très très belle image que j'ai reprise en la lui réattribuant, bien sûr, dans mon livre. Donc, il dit, si vous plongez votre main dans une friteuse accidentellement, je ne sais pas comment ça peut arriver, mais admettons, vous avez deux solutions pour la soigner. Soit vous l'emballez dans un pansement, vous n'y touchez plus parce que ça fait trop mal. Non, on ne touche plus à ça, on ne regarde plus, on n'y touche plus. Soit vous commencez par la mettre 20 minutes sous l'eau froide, ça va déjà très très mal, et puis il faut mettre de la pommade, et puis il faut mettre des bandages, et le lendemain il faut enlever les bandages, ça fait mal quand on enlève les bandages, on remet les bandages, et ça dure, et après il faut faire de la rééducation pour resoigner sa main, ça prend du temps, et chaque fois ça fait mal. Au final, celui qui n'aura pas soigné sa main, il aura une main toute recroquevillée qui ne saura plus rouvrir, et l'autre aura une main qui peut de nouveau fonctionner correctement. Mais c'est pareil avec le cœur. Si vous vous enfermez, si vous emballez votre cœur dans un linge et qu'on ne peut pas y toucher,
eh bien à ce moment-là, vous risquez d'obtenir un cœur de pierre qui ne va plus fonctionner correctement. Vous allez devenir un aigri de la vie comme on en connaît. Et tandis que si vous faites tout ce travail de deuil, alors à ce moment-là, votre cœur pourra refonctionner. Vous pourrez alors, dans la dernière étape du deuil, reconstruire des relations avec les autres. Et les petits moments de plaisir, dont vous parliez là tantôt, dont on se prive, je ne crois pas qu'on s'en prive, mais je pense que le prix est lourd à payer. Enfin, moi, ça, je l'ai aussi. Je commence à avoir beaucoup plus besoin d'aller voir les amis, mais quand j'ai un bon moment, je le paye après, entre guillemets. C'est ça. Voilà, et qui vous le fait payer? Ah non, mais quand je dis je le paye, oui, c'est vous-même, par rapport à vous-même. Je trouve ma solitude, voilà, j'ai eu le bon moment, mais bon, je rentre. Et vous êtes tout seul, ouais, vous retrouvez le vide. Donc là, encore une fois, il faut vraiment se forcer parce qu'on aura envie de se dire, bah, ça va, je ne fais plus rien. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Partager entre ce bon moment et après le retour qui ne va pas être facile. Mais voilà, je pense que c'est le prix à payer. Donc finalement, il vaut mieux, me semble-t-il, un peu peiner après, mais quand même avoir un bon moment. Ah, mais quand même, voilà, c'est comme ça. Oui, il y a combien de temps vous avez perdu votre époux? Il y a 2 mois. D'accord, ok. Oui. Ok. C'est super, en tout cas, de vous questionner déjà. Et mais moi, je travaille pas sur moi parce que je me rends compte autrement que ça ne va pas le faire, quoi. Puis je trouve qu'il faut s'en sortir. J'ai 4 enfants. Bien sûr. Tout à fait. Donc, il y a une étape que... Donc de nouveau, je m'inspire fort des Canadiens parce que j'aime beaucoup leur manière de travailler. Et souvent, cette étape-là, on n'en parle pas trop par ici, c'est l'étape du pardon. C'est le fait de devoir... il va y avoir plein de choses à pardonner un petit peu à tout le monde. Donc pardonner aux autres, parce qu'il y a des autres peut-être qui sont impliqués, des autres qui vous ont blessé, des autres qui vous ont... agressé sans le vouloir ou en le voulant, hein, parce qu'il y a tout aussi. Pardonner aussi à celui qui est parti, parce que même si il est mort dans une maladie, même s'il ne s'est pas suicidé, ou surtout d'autant plus s'il s'est suicidé, on peut quand même être pas content parce qu'on a cette sensation d'avoir été abandonné, même si on sait très bien que l'autre n'aurait pas su faire autrement. Donc il y aura un moment donné à avancer sur ce chemin de pardon et d'acceptation de ce qui s'est passé de nouveau, hein, pas d'accepter tout bouche ouverte. Donc il y a aussi se pardonner à nous-mêmes, ça j'ai déjà abordé quand j'ai parlé de la culpabilité. On va devoir nous pardonner de ne pas avoir été à la hauteur de ce qu'on aurait voulu être et d'accepter comment on a agi finalement à ces moments-là. Et alors aussi pardonner à la personne, ah ben non ça je viens de le dire, donc pardonner à la personne qui est partie, c'est un peu ces trois... Bon, alors il y a des pardons qui ne sont pas toujours très faciles à faire et qu'on peut garder longtemps actifs. C'est tout un chemin, le pardon, et ça c'est vraiment un chemin de découverte personnelle et qui met du temps à maturer, on va dire. Mais tant que vous avez du ressentiment par rapport à quelque chose autour de votre deuil, la peine ne s'installe pas. La peine ne s'installe pas. Maintenant, ça peut être tout à fait confortable de vivre quand même avec un 3 sur 10 au niveau de « j'en veux à quelqu'un ». Mais maintenant, si vous en voulez à des personnes à 10 sur 10 et que ça vous mine et que c'est la première chose à laquelle vous pensez le matin, quand est-ce que j'aurai ma petite vengeance, là, vous risquez pas d'aller bien rapidement, quoi. Alors, un des problèmes avec lesquels je suis confrontée dans le suivi de deuil et que vous vivez tous à un moment donné en tant que personne en deuil, c'est on a envie d'aller mieux et en même temps, on n'a pas envie d'aller mieux. Et donc, on a envie d'aller mieux parce que là, c'est insupportable d'aller aussi mal. Et en même temps, on a l'impression de nouveau que si on va mieux, on va oublier l'autre, qu'on va passer à autre chose, qu'on le trahit, qu'on s'en va de lui, on va dire ça comme ça. Qu'on ne veut pas s'en remettre, voilà. Donc c'est tout à fait respectable, mais c'est encore plus facile si on sait qu'on a ce comportement-là.
Donc on sait qu'on entretient parfois. Et donc le manque, la culpabilité, toutes les émotions qu'on a par rapport au deuil, il y a une partie de nous qui les entretient. Parce que c'est trop dur de faire autrement et qu'on n'a pas la possibilité de faire autrement. Parce que ça demande encore des ruptures. Ça demande encore des ruptures. Parce que même s'il y a rupture physique, il y a encore toutes les ruptures. Tout le lien. Voilà. Les ruptures énergétiques qui ne sont pas encore faites à plein niveau. À tout niveau. Et chaque fois c'est une rupture. Et chaque fois c'est encore un petit deuil quelque tout part dans le deuil. Tout à fait. Et alors c'est quand on est prêt que ça se fait, c'est pas quelque chose qu'on peut vouloir avec le mental. Tout à fait, ça se vit, ça se travaille. Quand on aime quelqu'un, si même la personne n'aime plus bien, l'amour est toujours. Exactement. Et l'image que j'utilise, c'est en fait, vous êtes relié à l'autre par des fils. Alors, vous émettez des fils vis-à-vis de l'autre, et l'autre émet des fils vis-à-vis de vous. Et puis quand cette personne meurt, ben, tous les fils se coupent. Et donc vous restez avec vos fils béants et vous marchez dessus et les autres marchent dessus et ça fait mal parce que on vous interpelle ou vous êtes interpellé par la vie sur la relation que vous aviez avec la personne qui a disparu et on est tout le temps. Et au fur et à mesure, alors les fils vont rentrer de nouveau à l'intérieur de vous et vous allez vous sentir plus confortable et c'est tous les fils de cette relation vont de nouveau être à l'intérieur de vous. Et le contact va se faire d'âme à âme à l'intérieur de soi. Donc au début du deuil, on peut ressentir, je ne veux pas être généraliste, on peut ressentir très très fort cette présence de l'autre au fil du contact avec la réalité, avec le retour à la matière, on va dire. Parce que quand on est dans les premiers temps après la mort, on est comme sur un petit nuage et le petit nuage il est plus près du ciel, on va dire, que de la terre. Et là, on peut percevoir des choses qui sont tout à fait différentes et qui sont de l'ordre d'un amour très très fort et très, très présent, on va dire. Et puis ça diminue au fil du temps en général et ça revient alors par la suite au bout de notre travail de deuil, au fur et à mesure de notre travail de deuil, je devrais dire. Donc, alors la dernière question, c'est où va-t-on quand on est mort? Et donc là, ça dépend vraiment des croyances de chacun. Mais la plupart des gens que je rencontre, maintenant, peut-être je ne sais pas comment, si c'est moi qui génère ça, je ne sais pas. Mais donc il y a un questionnement sur qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est mort, où est-ce qu'on va. Ça, c'est vraiment le questionnement de la mort. Parce qu'on n'a pas envie d'abord on veut croire qu'il y a quelque chose après, parce que sinon c'est trop difficile de se retrouver face au néant, mais on ne sait pas exactement ce qu'il y a, personne ne sait nous le dire. Donc il y a beaucoup de personnes qui commencent une recherche en lisant des livres sur les NDE, sur les voies spirituelles, voilà, il y a énormément de personnes qui vont voir des médiums. Alors on n'ose pas trop en parler au début, et puis on en parle. Et puis il y a des personnes qui vivent aussi des situations paranormales, entre guillemets, des phénomènes dans leur vie quotidienne, qui ne peuvent pas être autre chose que, selon elles, qu'un clin d'œil de l'au-delà par rapport à la mort, quoi, par rapport au fait qu'il y a quelque chose derrière. Même Elisabeth Kubler-Ross, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une dame qui a vraiment développé le concept des soins palliatifs d'abord aux États-Unis et qui est vraiment la pionnière en matière de soins palliatifs. Elle était persuadée qu'il y avait quelque chose de l'autre côté et elle essaye, en tant que scientifique, elle essayait de le prouver d'une certaine manière. Et donc, à un moment donné, son mari est tombé malade, enfin son ex-mari, mais avec qui elle était toujours en bon terme, est tombé malade. Et elle lui avait dit, avant de partir à une conférence où elle devait s'absenter, si tu vas de l'autre côté, si tu meurs pendant mon absence, surtout n'oublie pas de me faire un signe que j'ai vraiment une preuve irréfutable qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Et donc, c'était tout au début de l'hiver que son mari est mort. Et dans la famille, le mari avait toujours dit à sa fille, écoute, s'il y a quelque chose de l'autre côté, le premier hiver après ma mort, il y aura des roses rouges pousseront dans la neige.
Donc ça, et c'était le trait d'humour de famille déjà depuis longtemps. Donc c'était ça, quoi. Eh bien, le jour de l'enterrement de son mari, il neigeait et autour de la tombe, enfin un peu plus loin que la tombe, ils ont trouvé des roses rouges. Et donc elle raconte, elle a vécu ça comme un signe de son conjoint de l'au-delà. Maintenant, hasard, pas hasard, ça chacun est vraiment, c'est trop précieux que pour pouvoir émettre des idées toutes faites à ce propos. Si ça vous fait du bien de croire à ce genre de choses, je vous en prie, croyez-y. Donc tout ce qui peut vous faire du bien, même si c'est des choses inventées, ça n'a pas d'importance. Si ça vous fait du bien, surtout, il faut en profiter. Maintenant, ça ne fait pas que du bien, parce qu'il y a des médiums qui sont vraiment des personnes de peu scrupuleuses, qui sont très violents dans ce qu'ils disent, qui sont des charlatans aussi, n'ayons pas peur de le dire. Il y a des charlatans aussi, il y a sûrement des personnes qui sont très fines et qui peuvent sentir les choses. Par exemple, Amal me dit, je ne sais pas si elle fait toujours ça, il y a une certaine Madame X qui organisait une fois par mois des réunions. Et alors on allait avec la photo d'un disparu, on mettait toutes les photos sur la table et elle, au hasard, elle prenait une photo et elle demandait à qui est cette photo et elle parlait de la personne qui était décédée. Et un jour je vais avec mon amie et elle y allait pour voir, par curiosité. Donc elle attrape un portrait au mur qui est un grand-oncle qu'elle n'a jamais connu, qui est mort pendant la guerre. Et elle va mettre le cadre. Ça c'est mon amie, au lieu de mettre dans une enveloppe comme tout le monde, elle va mettre le cadre sur le tas. Évidemment, la dame prend le cadre. Et alors elle dit, à qui est cette photo? Mon amie lève la main, et puis alors elle commence à parler, elle dit, voilà, il me dit de vous dire qu'il y avait quelqu'un qui manquait à son enterrement, est-ce que vous êtes au courant? Alors mon amie qui ne connaissait pas l'oncle, le moins du monde, dit, je ne sais pas. Alors, elle donne encore des détails et chaque fois qu'elle pose une question, mon amie dit « je ne sais pas ». Et c'est une dame qui est vraiment très vive, quoi. Alors, elle commence à engueuler mon amie en disant « mais quoi, si vous ne savez pas, comment est-ce que vous voulez que les gens croient ce que je vais raconter ?» Et donc, elle engueule mon amie à ce sujet-là. Et donc, on rentre et alors mon amie dit « je vais quand même me renseigner » parce que la dame insistait, il manquait quelqu'un de vraiment très très important à son enterrement. Et donc, elle se renseigne. Et en fait, ce monsieur-là était pilote de chasse, il était mort dans un accident de vol au-dessus de la mer, on n'avait pas retrouvé son corps et on a fait un enterrement avec le cercueil sans son corps. Et donc voilà, j'ai des frissons en le racontant évidemment. Donc voilà. Et alors, par hasard, elle a ouvert l'enveloppe où j'avais mis la photo de ma fille. Et alors elle me dit, donc ma fille avait 8 mois, et elle me dit c'est difficile pour moi parce que ces enfants-là n'ont pas encore accès au langage, donc je ne sais pas vous parler en son nom avec des mots, qu'elle me dit. Mais elle me dit j'ai très très mal aux oreilles. Et ma fille la veille avait une double otite. Voilà. Bon, voilà, moi je ne sais pas, je ne sais pas, voilà. Par contre, ce qui m'est arrivé à moi, ça c'est moi qui l'ai expérimenté. J'avais un ami, c'était un collègue de travail, et il passait tous les jours devant chez moi, et le jeu, on va dire, enfin l'arrangement qu'on avait pris, c'est à 7h30, s'il passe, il me charge, sinon, s'il n'est pas passé à 7h30, je vais prendre mon train. Donc comme ça, on ne devait pas se prévenir, est-ce que tu passes demain, etc. Tout était clair. Et il avait une Toyota Celica bleue. À l'époque, c'était un coupé Celica, c'était une belle voiture, quoi. Et donc, voilà, mon ami se tue dans un accident ULM auquel mon mari assiste tout à fait par hasard en faisant du VTT. Donc ça, c'était déjà une drôle de coïncidence. Et puis, 2 ans après, donc chaque fois que je voyais cette voiture dans le quartier, maintenant, est-ce que c'est son frère qui l'avait reprise ou quoi? Je ne sais pas. Mais chaque fois que je voyais cette voiture, je faisais un petit coucou dans mon cœur à Pierre en disant ben voilà, je pense à toi. Et puis 2 ans après, le matin, je sors pour prendre le train, je vois la voiture. Je sors de la gare à Verviers, je vois la voiture, la même voiture. Je sors à midi, je vois la voiture. Je rentre à 4h, je vois la voiture. 4 fois sur la même journée. C'était extraordinaire parce que sinon je la voyais qu'une fois au bout de 3 lunes, quoi. Et j'entends dans ma tête, je ne sais pas vous expliquer, j'entends dans ma tête
téléphone à ma mère et dis-lui que je vais bien. Je dis, bon, ça va Marina, moi ça m'intéresse tout ça. Donc je me dis, c'est ça, tu es en train de te faire un petit film à toi toute seule parce que tu avais 4 fois la voiture. Je ne prends pas soin de cette voix dans ma tête. Et puis, d'abord, je ne connaissais pas sa maman, je l'avais vue le jour de l'enterrement, on était 2 ans après, comment est-ce que j'allais faire pour trouver le numéro de sa maman? Aucune idée, parce qu'elle n'habitait pas du tout dans le coin. Et puis 15 jours après, je suis au bureau et tout d'un coup, il fallait que je téléphone, comme quand on doit faire pipi, qu'on ne sait plus se retenir. Il fallait que je téléphone à sa maman. Je téléphone au service du personnel, je dis, écoute, voilà, est-ce que tu sais me donner le numéro de téléphone de la maman de Pierre? Ok, on me dit, et on me donne le numéro de téléphone, sans problème. Je prends mon téléphone, je me dis, mais qu'est-ce que je vais lui raconter? Je sonne, je dis, bonjour madame, je me présente, et je lui raconte ce que je viens de vous raconter. Alors elle se met à pleurer, moi je me dis ça y est, qu'est-ce que j'ai encore fait, j'aurais mieux fait de m'abstenir. Et alors elle me dit, je vous crois qu'elle me dit, parce que pour la première fois depuis 2 ans, elle me dit, vous savez où je suis? Je dis non. Elle dit, eh bien pour la première fois depuis 2 ans, je suis dans la chambre de Pierre et j'ai une photo de lui dans les mains. Voilà, moi c'est ce qui m'est arrivé, voilà. Et l'histoire n'est pas finie parce que j'écrivais, 15 jours plus tard, j'écrivais cette histoire pour ne pas l'oublier. Et le téléphone sonne et il y a une dame qui me téléphone à propos des groupes de deuil. Donc mon ami s'appelait Pierre Allais. Et alors la dame au téléphone me dit « Bonjour, je suis Marianne Allais et je vous téléphone pour les groupes de deuil. » Cette dame est devenue une de mes meilleures amies. Et donc moi j'ai vraiment pris ça comme un cadeau de Pierre pour me remercier d'avoir fait... ce qu'il avait fait ce que j'avais fait pour sa maman, quoi. Voilà. Ben, c'est sur ça que j'ai envie de conclure. Alors, si vous avez envie